Silver Spoon est un shonen d'Hiromu Arakawa publié dans Weekly Shonen Sunday de 2011 à 2019. Né à Mukubetsu sur l'île d'Hokkaido et ayant grandi sur une ferme laitière, Hiromu Arakawa s'est intéressé enfant à la peinture à l'huile puis au manga à l'adolescence. Très tôt, elle a été énormément influencée par les œuvres de Shuo Takawa, surtout son œuvre culte Lorakuro, qui l'a initiée au manga, par Shigeru Mizuki, par Kinnikuman de Yutei Tamako, et évidemment par Rumiko Takahashi. Elle admet également avoir été inspirée par le travail de Mike Mignola. Elle déménage à Tokyo en 1999 pour devenir l'assistante d'Hiroyuki Eto. C'est à cette époque qu'elle prend son nom d'artiste Hiromu Arakawa, son vrai prénom étant Hiromi. Mais elle craignait que les lecteurs japonais ne veulent pas lire des mangas faits par une femme. Il est vrai qu'elle s'est toujours spécialisée dans les shonen, où les mangakas féminins sont plus rares. Après 2 cours d'histoire qui lui vont apporter l'estime du milieu, elle publie une première série en 2000 avec Sankai Yowakikai. Série fantastique au volant de film noir et remplie d'humour, ce fut encore un succès qui lui a permis de mettre en chantier une petite série peu connue, Fullmetal Alchemist. Véritable succès populaire et critique, tant au Japon qu'en Occident, Fullmetal Alchemist a imposé Arakawa comme un nom majeur de l'histoire de la manga et l'a placé comme une référence dans les années 2000. On y sent déjà l'amour d'Arakawa pour les paysages campagnards et pour les animaux. Quoique... Il y aurait beaucoup à dire sur la série, mais ce n'est pas le propos de la chronique. Malgré le succès colossal de Fullmetal Alchemist, elle a continué à offrir d'autres histoires courtes, une nouvelle série fantastique, Evil Tales, ainsi qu'une série humoristique autobiographique, Noble Paysan, que je veux absolument lire. Et à la suite de Silver Spoon, elle a enchaîné avec un autre grand succès, The Heroic Legend of Aslang, une manga fantastique basée sur une série de romans de Yoshiki Tanaka. Mais donc, Silver Spoon. Yugo Asiken, le protagoniste de la série, est un étudiant doué mais qui n'a aucun but dans la vie. Se disant qu'un lycée agricole devrait avoir des étudiants au niveau faible, il s'inscrit au lycée Oezo, perdu dans la campagne d'Hokkaido. Mais il réalise vite que la vie dans un lycée agricole est plus difficile qu'il croyait et qu'il devra travailler fort pour s'y intégrer. Habitué des shonen fantastiques, Hiromi Arakawa et son éditeur avaient envie d'explorer un autre sujet plus réaliste et plus près d'elle, et ainsi toucher un autre public. C'est tout naturellement qu'elle s'est inspirée de sa jeunesse et de son expérience sur une ferme pour construire Silver Spoon. Par exemple, la professeure spécialisée en cochons Ichiko Fuji ou le club des Austin tirent leurs origines des gens qu'elle a connus. Elle n'a jamais cassé ses racines, ses œuvres faisant la part belle aux personnages féminins forts au caractère bien trempé et valorisant les paysages campagnards et la vie rurale. Silver Spoon est un shonen scolaire classique où l'on suit un étudiant ordinaire faire son chemin et vivre sa vie d'adolescent aux portes de l'âge adulte. La série respecte tous les codes du genre. Yuko est le jeune japonais classique, physiquement faible, mais studieux et travaillant. Aki est la jeune fille au cœur pur, naïf et candide. Ichiro est un jeune homme froid et renfermé, au caractère juste et noble. Shinosuke est l'ami raisonnable et décidé. Kaji est le bouffon nul à l'école qui s'attire toujours des problèmes. Tabako est la fille froide et calculatrice qui tire profit, littéralement, de sa situation. Hajime est le taku de service, calé en tout ce qui concerne la technologie. Taro est le glouton incollable en tout ce qui concerne la nourriture, et ainsi de suite. Et je ne parle même pas des professeurs, ni des parents. Mais le fait que la série se déroule à Hokkaido, dans une école agricole, n'est pas qu'un simple accessoire et un beau décor. Ça ajoute à l'âme de la manga et au thèmes qu'elle véhicule. Par exemple, le Diclu d'Einstein remplace les traditionnels adolescents pervers, amateurs de forte poitrine et autres fantasmes masculins, mais ce n'est pas gratuit. Bien que l'Austin, je l'avoue, c'est une très belle vache. Oh! 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 Même si je préfère les Josie. Ah, leurs grands yeux!
Au travers de ces personnages un brin excessifs, il y a une réflexion sur les notions d'esthétisme chez les animaux de ferme et les rapports que nous entretenons avec eux. Et l'occasion d'un excellent gag de bracelet pour faux poitrine. Hein? Il pense que c'est pour elle? Mais c'est pour la vache! Pour la vache! Bref, les rapports entre les humains et les animaux sont au cœur de l'œuvre. Les éleveurs ont autant d'amour et de respect pour leurs vaches, leurs cochons, leurs poulets et leurs chevaux que les citadins en ont pour leurs chats, leurs chiens ou leurs lapins. Ils doivent les aimer car une bête malheureuse ou maltraitée va leur nuire. Un éleveur doit autant respecter ses animaux que lui-même. Tu dois respecter l'animal, sinon tu vas l'épuiser ou le blesser, ce qui est mauvais pour tout le monde. Et tu dois te respecter, car sinon tu peux te blesser ou même te tuer au travail. Tout est question d'équilibre. Il y a une grande différence entre des fermes à échelle humaine, comme on retrouve au Japon, et des fermes industrielles comme il se fait aux États-Unis, en Chine ou dans certains pays d'Europe. Un animal élevé avec amour est tellement plus savoureux. Le club d'équitation, que Yuko intègre pour se rapprocher d'Aki, est un autre excellent exemple du rapport homme-animal. Un bon cavalier est d'abord un cavalier qui respecte son cheval et qui développe avec lui un lien de confiance. C'est le cheval qui fait l'essentiel du travail, mais c'est le cavalier qui doit l'orienter et le rassurer. La relation entre Yuko et son cheval marron en est un bel exemple. Cheval fougueux et capricieux, ainsi que charismatique, c'est en l'apprivoisant et en gagnant sa confiance qu'il en vienne à faire un excellent duo. Aussi, être un éleveur, ce n'est pas un métier de 9 à 5. C'est un mode de vie, c'est une vocation. Il faut travailler tôt et finir tard. Il faut travailler dur et ne pas compter les heures. Et au final, les efforts payent peu. Et des fois, ils ne payent pas du tout. Enfants d'agriculteurs pour la plupart, ils doivent vivre le rêve et les choix de leurs parents. Malgré leur intérêt et leurs propres rêves, reprendre la ferme familiale et continuer la tradition est bien souvent leur seule option. C'est des fois un poids trop lourd à porter. Les rêves que l'on porte, mais aussi l'impact sur nous des rêves des autres, sont des thèmes souvent abordés dans la manga. Pour Yugo, qui n'a aucun rêve et qui fuit sa famille trop contraignante, c'est une voie facile de ne pas avoir à réfléchir sur son avenir et reprendre le chemin de ses parents. Mais il réalise avec le temps que c'est un chemin miné qui peut le mener à notre perte selon où il débouche. Rien dans la vie n'est simple. Le succès de la série a eu un impact inattendu. Les inscriptions dans le lycée agricole d'Obihiro à un cadeau ont grimpé de 110% entre 2012 et 2013 et ont également augmenté dans les autres lycées agricoles du Japon. Le Japon, comme bien des pays en Occident, a de graves problèmes de renouvellement des agriculteurs et en plus d'autosuffisance alimentaire. Le nombre de fermes diminue d'année en année. Les gouvernements font de grands efforts depuis les années 2000 pour encourager les jeunes adultes à s'installer en campagne et prendre la relève dans les exploitations, avec des succès mitigés selon les régions. Déjà que plus du 2/3 du territoire japonais n'est pas habitable ou difficilement habitable, les terres agricoles ne représentent que 12% du territoire. Pour nourrir 110 millions de personnes, le pays doit importer massivement. Essentiellement de la viande, des céréales et des fruits, les productions de riz, de légumes et de poissons étant moins problématiques, mais massivement subventionnées. Mais bon, trêve d'économie, revenons au manga. La série ayant été un immense succès, tant auprès des critiques que du public, des projets d'une série animée et d'un film furent mis en chantier en 2013. Produit par la Toho, le film a été réalisé par Kitsuge Yoshida et scénarisé par Ryo Takada. Si Takada avait adapté la manga érotique Jouanserin, 18 ans, en 2009, Yoshida n'avait aucune expérience en adaptation de manga. L'entièreté du tournage a été fait dans les alentours de la ville d'Obihiro,
à Hokkaido. Le même lycée agricole d'Obeiro que je viens de mentionner et qui a servi de modèle pour la manga, devenant le lycée Doetsu. Le film raconte la même histoire que la manga. Yuko Asiken décide de s'inscrire dans le lycée agricole d'Ovetsu afin de fuir la pression de ses parents. D'une attitude suffisante et supérieure à ses nouveaux collègues, il découvrira vite que la vie d'éleveur et de cultivateur est bien plus difficile et complexe qu'il ne le croyait. Comme à mon habitude, commençons par les fleurs avant d'y aller des pots. Kento Nagashima, Alice Hirotse et Toeiko Ichikawa, qui jouent respectivement Yugo, Aki et Ichiro, les personnages principaux de l'histoire, sont des sous-y parfaits de leur version papier. Et il en va de même pour toute la distribution. D'un simple coup d'œil, nous pouvons immédiatement reconnaître les différents personnages. Certes, Arakawa a un style relativement réaliste, mais les comédiens ont également la bonne personnalité et la bonne énergie. Mon coup de cœur allant à Riki Teguchi, qui bien que ressemblant plus vaguement à sa version papier, comporte en étant hilarant. Acteur habitué au rôle de Yakuza, il apporte au personnage du père Taki une énergie très intéressante et unique. Le fait que le film ait été tourné à Hokkaido, dans des vrais lieux, avec de vrais animaux, nous plonge dans l'atmosphère de la manga. C'est une vraie école agricole, c'est un vrai champ de course, ce sont de vraies fermes. Ce qui est pertinent pour un film qui parle d'agriculture et d'élevage. C'est par contre dommage que le film se limite à essentiellement 3 lieux, l'école, le champ de course et la ferme des Mikage. Il manque la notion de grandeur et l'impact de l'immensité sauvage d'Hokkaido qui est présente dans la manga. Dans les 2 premiers tiers du film, l'histoire est bien résumée et bien synthétisée. Les enjeux sont clairs, les liens entre les personnages sont clairs et le contexte est clair. Takada utilise la technique classique de fusionner plusieurs scènes similaires de la manga en une seule. Par exemple, les scènes de la course de Benai et la première compétition équestre, qui sont 2 scènes distinctes de la manga, ne font plus qu'une. Ce qui permet en une seule scène d'apporter l'amour d'Aki pour les chevaux, présenter son oncle, parler de la relation d'amis d'enfance entre Aki et Tiro et de la rivalité entre Aki et Emi. Ce procédé revient de façon récurrente dans le film. Pour mettre en place l'univers du film, cela fonctionne. Mais pour construire des enjeux dramatiques, c'est beaucoup moins efficace. Si les 2 tiers du film fonctionnent, le 3e tiers part dans du n'importe quoi et devient ultra mélodramatique et cliché. Évidemment, vouloir résumer plus de 1200 pages de manga en 1h45, c'est une lourde tâche. Et certes, l'histoire de la manga n'était pas encore finie lorsque le film a été produit, mais on sent la rupture de ton, et il pouvait trouver une meilleure conclusion. Le film avance très rapidement et ne prend jamais le temps d'installer les enjeux dramatiques. C'est difficile par la suite d'être impliqué émotionnellement. Par exemple, le film choisit dès le départ de mettre en scène la relation tendue entre Yugo et ses parents, particulièrement son père. Ça rend clair ses motivations, certes, mais ça enlève toute évolution à Yugo. Dans la manga, il donne l'impression au départ d'un jeune homme énergique qui est à Oevetsu un peu par hasard. Mais dès qu'il est question de ses parents, il s'assombrit mystérieusement. Le lecteur comprend avec le temps que s'il est à cette école, c'est bien plus pour fuir son père que par paresse, et sa relation avec son père évolue au fur et à mesure du récit. Dans le film, on voit ses parents au début et à la fin. Il n'y a aucune évolution, ni même de solution au conflit. Ils sont à la fête scolaire, où leur fils s'émancipe, mais il n'y a aucune interaction entre eux. Mais ça, encore, ça peut se défendre comme choix artistique. Ce qui se défend moins, c'est le choix de Kento Nagashima pour interpréter Yuko Asiken. Membre du boy band idol Sexy Zone, Silver Spoon était son premier rôle principal au cinéma, après quelques rôles dans des téléséries et des télédramas. Et ça paraît. Bien que physiquement ressemblant à Yuko, il ne sait pas jouer. なんで？いや、俺のせいで大事な商品無駄にしちゃったし。いいから黙って受け取れ。その金は俺ら雇い主がお前の働きを認めた証なんだ。
甘いです。甘い。 Même en gardant en tête le style de jeu particulier des Japonais. Tout au long du film, sa palette de jeux va du regard vide au regard dur, en passant par le rire faux et la surprise. Ça fait mal quand on sait que Yugo est censé être un jeune homme énergique, trop enthousiaste et qui réagit fortement à tout. Mais aussi un jeune homme torturé, en proie au doute et au découragement. Le reste de la distribution ne sont pas tous des comédiens chevronnés, mais tous arrivent à rendre l'énergie de leur personnage de façon pertinente. Par contre, il faut admettre que Nagashima n'est pas aidé par l'écriture du personnage de Yugo qui est, discutable. Le personnage a été écrit comme un étudiant froid et arrogant, loin de sa version papier. Dès le début du film, Yugo est bête et méchant avec les autres étudiants, alors que dans la manga, il est plutôt réservé et perdu dans un nouvel environnement. Il a cette même méchanceté gratuite avec ses anciens camarades de classe. Être condescendant n'est pas être prétentieux. Dans la manga, oui, Yugo se croit supérieur, mais il réalise vite qu'il devra travailler fort pour rejoindre les autres, et évolue étape par étape, et se découvre en même temps. C'est un étudiant qui ne croit plus au rêve d'être un premier de classe pour intégrer une grande université et se retrouve entouré de gens qui ont chacun un rêve, alors que lui n'en a pas, et va s'en forger un au fil des chapitres. Il est l'avatar auquel le lecteur s'identifie pour découvrir cet univers, d'où le fait qu'il est plus neutre au départ, pour se complexifier avec le temps. Dans le film, c'est un jeune homme arrogant qui méprise tout le monde et va ouvrir un peu son cœur à la fin de l'histoire. Ce n'est vraiment pas suffisant comme évolution et c'est difficile de s'identifier à ce genre de héros antipathique. Combiné à un acteur inexpressif, c'est impossible de réussir le personnage. Mais pour le reste de la distribution, rien à redire. Si ce n'est le fait que le film se concentre sur les personnages de Yugo, Aki, Ichiro, Mayumi, Tabako, Keiji et Ayame pour les élèves, et Yoshiyuki, Nakashima, le directeur, et Ichiro Fuji, c'est les professeurs. Tous les autres personnages sont relégués à l'arrière-plan comme simple clin d'œil pour les fans. Je peux comprendre que pour une simplicité narrative, il est plus simple de se concentrer sur quelques personnages, alors que dans la manga, plusieurs se ressemblent beaucoup. Mais c'est frustrant pour un amateur de la série qui voudrait avoir plus qu'un simple caméo muet et un peu inutile pour un néophyte qui ne comprend pas la référence. Il manque cette diversité de personnalités qui rend la manga intéressante et donne vie à l'école. L'autre très gros problème du film, c'est que pour une comédie dramatique, ce n'est pas très drôle. Il y a quelques bons gags, dont celui du poulet,いや三影さんって女子に捕まえてもらって。ああ、秋か。え、知り合い？まあ、モナチューってやつ。やった。バカじゃねえの。やったし。やってるよ。三影秋。じゃあ行くよ。うわ、悪い。先輩シャツごめんごめんごめん。勘弁してくださいよ。おい、おい大丈夫か？マジか。plus drôle que dans la manga, mais moins que dans l'anime. Mais dans l'ensemble, l'humour est présent mais raté. Raté parce que Yoshida, le réalisateur, n'a aucun rythme comique. Les gags sont souvent trop longs et trop expliqués. Et avec un Nakashima qui est au cœur des gags, et Kizumu, ça n'aide pas. Exemple très simple, quand Aki invite Yugo à la cour de Ben-Ai, la blague est qu'il pense que c'est un parc d'attractions à thème. Dans la manga, ça tient en une page et c'est efficace. Dans le film, elle explique et décortique le gag jusqu'à le ruiner. そうだ明日さ暇してない？せっかくの休みだし一緒に遊びに行かない？マジで？行きます。どこに行こうか。もう決めてるんだ。そうなんだ。どこ？じゃあヒントね、アーチをくぐった瞬間から夢がいっぱいのところ。
どこだろう。じゃあ次のヒントね、マスコットキャラの着ぐるみがいたりする。ああ、はいはい、分かった。でも千葉は遠くない？千葉？あそこ東京って言ってるけど千葉だよ。千葉。Alors qu'il suffit de couper plus tôt. そうだ、明日さ暇してない？せっかくの休みだし一緒に遊びに行かない？マジで？行きます。どこに行こうか。もう決めてるんだ。そうなんだ。どこ？じゃあヒントね、アーチをくぐった瞬間から夢がいっぱいのところ。どこだろう。じゃあ次のヒントね、マスコットキャラの着ぐるみがいたりする。ああ、はいはい、分かった。Ce genre de problème de rythme revient continuellement. Il faut avouer que l'humour physique souffre aussi de problèmes de rythme dans la manga, mais pas à ce point. J'ai connu Silver Spoon par la série animée qui a un excellent rythme comique. Donc la manga peut sembler, au départ, un peu longue de ce côté, dû à sa nature fixe, mais on s'habitue au fil des chapitres. Mais pour le film, c'est plus dur à excuser. De la même façon, la relation entre Yuko et Aki est très artificielle, puisqu'elle évolue vers une relation amoureuse, ce terme étant toujours relatif dans les films japonais, non pas par leur action, mais par convention. On sait que les deux protagonistes d'une œuvre pour adolescents vont tomber en amour, et c'est ce qu'ils font, même s'ils ont très peu de scènes ensemble où leur relation se construit. Dans la manga, il n'y a pas plus de coups de foudre, mais on voit leur relation évoluer de façon logique par des événements concrets. Yugo est un adolescent plein d'hormones, donc c'est normal qu'il soit attiré par la belle et pure Aki, même s'il découvre aussi sa personnalité charmante tranquillement. Mais Aki tombe amoureuse de Yugo lentement, en découvrant ses qualités au fil de ses actions. C'est le même constat pour les animaux. Les liens animaux-humains sont au cœur de la manga, et sans m'attarder à chaque cas, celui de Sovo le résume bien. Comme je l'ai mentionné, il doit y avoir un lien de confiance entre le cavalier et sa monture. Tout cet élément est évacué du film. On a juste de jolis adolescents et adolescentes qui montent de jolis chevaux, ce qui donne de jolies images. Et Baron, qu'est-ce qu'ils ont fait à mon Baron? Je peux comprendre que rendre ce cheval charismatique dans un film réaliste, c'est complexe. Mais quand même, il y avait moyen de le rendre plus fougueux, non? Par extension, les rapports entre les humains et les animaux sont présents dans le film, mais ne sont pas aussi mis de l'avant que dans la manga, et sont plus secondaires pour faire place aux histoires des humains. Tout cela vient de la réalisation très formelle et académique de Yoshida, qui se contente de faire ce que les producteurs attendent de lui. Une comédie dramatique sans risque et conventionnelle. Il y a bien quelques beaux plans, mais dans l'ensemble, on ne sent aucun style particulier au film. Chaque plan est efficace sans plus. Arakawa n'a pas un style visuel unique dans son Silver Spoon, mais elle sait travailler ses cadres pour mettre de l'avant certains éléments. Par exemple, les chevaux sont souvent dessinés en contre-plongée quand elle veut accentuer leur taille et leur imposante présence, ou en plongée quand elle veut accentuer l'effet de grandeur du cavalier sous sa monture qui domine l'environnement qui l'entoure. Dans le film, rien de tout ça. On filme les humains, les chevaux ne sont qu'un accessoire. Par contre, le film se permet d'être cru avec l'environnement agricole. Très cru. La scène de la mise à mort des cochons, d'un cochon, est la plus crue qu'il pouvait, et ça sert parfaitement le propos et l'histoire. Par contre, je ne suis pas sûr que j'avais envie de voir une jeune japonaise enfoncer son bras dans l'anus d'une vache, ou d'en voir une autre accoucher. Une vache, pas une jeune japonaise. Le tout donne l'impression d'un film ou d'un scénario plus long qui a été circuité au montage. Et pour donner de la mauvaise charcuterie. Mais c'est une impression et non pas un fait, puisque je n'ai trouvé aucune information à ce propos. Au final, on passe d'un manga profond, nuancé, et qui aborde différents sujets de société de façon mature,
à un feel-good movie correct à la fin mielleuse. Puisque je m'attendais à un film qui essaie de reproduire de façon lourde les codes des mangas sur grand écran, ce n'est pas si mal. J'imagine. Même au niveau du public, si le film est resté dans les 3 premières places, durant ses premières semaines, il a vite sombré dans le box-office japonais par la suite. Par contre, la série animée est une magnifique adaptation et compte parmi celles qui m'ont le plus marqué dans ma vie de spectateur. Les thèmes profonds et l'humour physique y ont été parfaitement transposés. Je ne saurais vous la recommander. Arigato.